globalement, les personnes atteintes d'un cancer sont des personnes plus à risque de développer une forme sévère du Covid que la population générale à âge égal, puisqu'on sait que l'âge est un facteur majeur de risque de Covid. Mais bien sûr, il y a différentes situations parmi les patients atteints de cancer et les personnes les plus à risque, donc celles qui ont fait l'objet d'une vaccination prioritaire assez tôt, dès fin janvier, sont les personnes qui sont, en gros, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qui sont en cours de chimiothérapie ou qui vont juste débuter une chimiothérapie ou des traitements immunomodulateurs lourds. Donc, je sais on avait interagi avec l'Institut national du cancer sur cette question et ils avaient fait une estimation catégorie par catégorie que cela représentait environ 80 000 patients. Donc, c'est un nombre pour le moment tenté donc en fin janvier. Donc ça, c'est la population prioritaire qui, je pense, a été, je n'ai pas les chiffres précis à ce jour, mais largement vaccinée. Et puis ensuite, on sait que les personnes à risque sont les personnes qui ont des hémopathies malignes, donc des cancers des cellules sanguines, qui dans les premiers temps après la survenue de la maladie, même si on a passé la phase de la chimiothérapie intensive, restent à risque plus élevé que d'autres patients. Donc je dirais que c'est un deuxième niveau de priorité qui fait l'objet, au moins pour les personnes âgées de plus de 50 ans aujourd'hui, de la vaccination. Et puis ensuite, un troisième niveau sont les gens donc, qui sont à plus grande distance de leur cancer, où le facteur de risque existe encore, mais c'est beaucoup atténué, heureusement. Et donc, qui seront, en fait, on est à la limite entre une vaccination dans le cas de la population générale et une vaccination un tout petit peu avancée. Encore une fois, aujourd'hui, pour les personnes âgées de plus de 50 ans, et ça, à la limite, c'est aux médecins de décider s'ils estiment qu'il est justifié que ces personnes soient vaccinées. Donc voilà, à peu près 3 niveaux de risque et donc d'attitude vaccinale à l'égard des patients atteints de cancer. Quel est le niveau de surrisque à âge égal pour une pathologie donnée. Et donc, en essayant de faire une hiérarchie en partant des personnes pour lesquelles le niveau de surrisque est le plus élevé et en descendant progressivement. Et avec, je répète, une difficulté, c'est que ces données ne sont pas d'une précision extrême. Mais pareil, juste un exemple, parce que celui-là, il est flagrant, il a été retrouvé de façon extrêmement forte, de façon surprenante. Les patients atteints de trisomie 21 ont un surrisque absolument majeur qui explose toutes les autres situations. Donc, sans discussion aucune, ils ont été d'emblée mis dans une liste à très haute priorité, oui, dans laquelle ont été placés aussi donc les patients cancéreux avec chimiothérapie, mais aussi par exemple les patients qui ont reçu une transplantation d'organes, les patients dialysés, les patients en insuffisance rénale chronique sévère, même s'ils ne sont pas encore dialysés, ce sont des gens qui ont un risque extrêmement sévère, et quelques autres situations un peu plus rares, mais à très haut risque. Donc, c'est un travail qui a ses limites, mais qui a été fait, qui a permis donc de définir une population qui comprend quelques centaines de milliers de personnes qui ont pu commencer à bénéficier de la vaccination dès de mémoire la mi-janvier à peu près. Et puis ensuite, il y a une catégorie beaucoup plus large de personnes à risque, mais à un degré moindre. C'est en gros la liste qu'avait définie la Haute Autorité de Santé déjà en décembre, qui, pour les patients âgés de plus de 50 ans, font l'objet de vaccination aujourd'hui. Donc, ce sont les personnes obèses, les personnes avec un diabète, une hypertension artérielle, une insuffisance respiratoire, et toute une série d'autres pathologies de ce type. Une fois que quelqu'un entre dans ce cadre, par exemple, prenons la situation actuelle où la vaccination est préconisée pour les personnes âgées de plus de 50 ans qui ont un facteur de risque. S'ils ont un facteur de risque, ils sont éligibles à la vaccination et donc c'est entre guillemets la première personne qui se présente qui reçoit un premier rendez-vous, la seconde un second et ainsi de suite. Et ça se fait progressivement. Voilà, là il n'y a pas de choix particulier qui est fait. Bon, après le médecin peut moduler un tout petit peu quand ils ont commencé à vacciner il y a une quinzaine de jours les médecins, donc ils ont contacté leurs patients, ils connaissent leurs patients à risque, ils peuvent éventuellement stratifier un tout petit peu plus, mais honnêtement, c'est essentiellement de cette façon-là que les choses se passent. Aujourd'hui, les données, alors
évidemment, on n'a pas des données précises sur les patients atteints de cancer encore. On sait qu'en population générale, les deux types de vaccins dont on dispose, donc les vaccins ARN et les vaccins à adénovirus, sont d'efficacité équivalente. Ça a été démontré en particulier en Grande-Bretagne où la vaccination par le vaccin adénovirus a commencé assez tôt. Et il a été montré sur des centaines de milliers de personnes, notamment en Écosse, que c'est vraiment du même niveau, y compris chez les personnes âgées, ce qui est une information intéressante, même si ce ne sont pas des personnes par définition atteintes de cancer, mais ce sont des personnes dont le système immunitaire est moins solide que celui de gens jeunes. Donc, par extrapolation, en attente d'informations que nous n'avons pas aujourd'hui sur l'efficacité précise de tel ou tel vaccin sur des sujets cancéreux, et encore, il faut définir ensuite cancéreux à quel stade, bien sûr, de leur cancer. Je pense que la réponse aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de raison de faire de choix. Les deux types de vaccins sont équivalents en termes d'efficacité, a priori. C'est évident que ce genre d'accident ne favorise pas l'adhésion complète de la population à la vaccination, qui peut aussi avoir du mal à comprendre, mais en même temps, il faut faire avec les réalités. Et la réalité, c'est qu'il y a eu un signal, et ce signal existe. Il n'est pas très fort, mais il existe, de risque d'un accident thromboembolique particulier avec anomalie de la coagulation qui est observée maintenant chez une vingtaine de personnes environ en Europe, des personnes plutôt jeunes, entre 20 et 50 ans, sauf une, je crois, qui avait 60 ans de mémoire, qui peut être sévère. Il y a eu malheureusement quelques décès. Donc, il semble, je suis prudent parce que c'est un signal très, très faible sur le plan statistique, c'est à la limite, mais il est possible, on va dire les choses ainsi, qu'il y ait une relation de cause à effet avec le vaccin AstraZeneca, mais sur un risque extrêmement faible, puisqu'on parle de 20 événements pour plus de 5 millions de personnes vaccinées. Donc, c'est très, très peu, mais c'est pas nul. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, premièrement, que tous ces événements sont survenus chez des gens, donc, comme j'ai dit, âgés de moins de 60 ans et même presque tous chez des gens âgés de moins de 50 ans. Ce qui veut dire que pour les personnes âgées de plus de 50 ans, on peut être totalement rassurant que même ce risque rare, extrêmement rare d'un tel événement est quasi nul. Et donc, on peut être complètement rassurant. Après, il y a une discussion pour les personnes plus jeunes. Pour l'instant, ça ne concerne que les professionnels de santé, de facto, puisque la barre de la vaccination de la population générale est à 50 ans. Donc, la seule discussion, elle est aujourd'hui pour les professionnels de santé âgés de 20 à 50 ans. Et en fait, pour les populations, pour les sujets cancéreux, il y en a qui ont moins de 50 ans, bien sûr, et qui peuvent être concernés. Mais dans ce cas-là, c'est qu'ils entrent dans les priorités, les très hautes priorités. Et dans ce cas-là, les très hautes priorités ont été mises en place avec le vaccin Pfizer. Et pour les sujets de plus de 50 ans, c'est pas de souci. Donc, on peut expliquer que ils ne sont pas concernés par l'alerte qui vient qui a eu lieu, pardon. Mais encore une fois, l'analyse a montré qu'on pouvait de toute façon reprendre la vaccination. Cette alerte montre que les systèmes de pharmacovigilance fonctionnent bien. Donc, les systèmes d'alerte fonctionnent, que le système est à l'écoute de possibles accidents, mais qu'ensuite, il faut les remettre dans le contexte de la vaccination et que, heureusement, nous parlons d'événements exceptionnels et probablement limités, même quasi certainement limités à certaines classes d'âge.